Voilà, bonsoir. Je me permets de dire un mot juste parce qu'on termine, on clôture cette semaine d'Italissimo ici à la Maison de la Poésie. Comme vous le savez, cette année, Italissimo s'est fait en collaboration, en partenariat avec le Festival du Livre de Paris. On a créé une seule semaine de programmation, c'est-à-dire Passion italienne. J'espère que c'était une belle semaine pour vous, que vous avez apprécié tout ce qu'on vous a proposé. J'en profite évidemment pour remercier tous ceux qui nous ont permis de faire cette semaine, à commencer par la Maison de la Poésie, parce que vraiment les amis de la Maison de la Poésie ont été comme toujours excellents dans leur travail d'accompagnement de notre festival. Mais il y a aussi beaucoup de sponsors qu'il faut citer. Je suis désolé, la liste est longue, mais il faut, parce que sinon on ne serait pas là. Donc à commencer par l'ambassade d'Italie, l'Institut du commerce extérieur italien, l'ICE, l'Association italienne des éditeurs, et puis il Centro per il Libro e la Lettura, c'est-à-dire le ministère de la Culture italienne, Montepaschi Bank, la DRAC Île-de-France, la Sofia, l'Institut culturel italien, le Consulat d'Italie, Castaldi Partners, donc vous voyez, on a beaucoup d'amis, heureusement, la BPI avec du Centre Pompidou, les comités d'action culturelle du Paris 1, et puis évidemment, il faut qu'on remercie tous ceux dans les différents lieux qui nous ont accueillis. Cette année, Italissimo était dans 15 lieux différents de la capitale. Donc évidemment, là aussi, il faut remercier beaucoup de gens, les amis du Théâtre de l'Odéon, les amis du Théâtre Les Déchargeurs, les amis de la Sorbonne, des Sorbonne Université, des Sorbonne Nouvelles, les amis des Sciences Po, et puis ceux des cinémas, et puis ceux de la Maison de l'Italie, et peut-être j'en ai oublié quelques-uns, mais enfin, en tout cas, je les remercie tous des cœurs. Et je termine avec un mot particulier, parce que je voudrais au moins remercier une personne qui était à l'origine avec moi et avec Cristina Piovani de ce festival, c'est-à-dire Evelyne Pravidlo, que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui était jusqu'à cette année la présidente de l'association qui produit Italissimo, l'association Illico, donc elle va quitter sa fonction de présidente, mais elle va continuer à travailler avec nous, à faire des choses avec nous, et donc vraiment, je la remercie beaucoup, comme je remercie toute l'équipe d'Italissimo, l'équipe de la Maison de la Poésie et les autres équipes qui ont travaillé à ce festival. Maintenant, je vous laisse avec Emanuele Trevi et Marco Lodoli avec Francesco Isidori. Merci beaucoup et à l'année prochaine pour la 9e édition. Bonsoir. Et à tous les amis qui viennent d'être cités, s'ajoutent deux amis, puisque l'intitulé de cette rencontre est « Une histoire d'amitié ». Et j'ai bien vérifié, j'ai voulu vraiment être certaine que ce n'était pas de l'esbrouf, que c'était une véritable amitié, Marco Lodoli et Emanuele Trevi. Alors, ils sont nés tous les deux à Rome, ils ont grandi à Rome, ils continuent de vivre à Rome, ce qui est déjà une grande qualité. Et Rome est constamment présente dans leurs livres. Je ne sais pas, je ne connais pas par cœur tous vos livres, mais il me semble que d'une manière ou d'une autre, il y a toujours Rome, beaucoup, un peu passionnément. Et alors, la seule chose... Et puis, on a une passion pour la même équipe de football. Ben, voilà, donc, justement, on se voit chaque dimanche de 30 ans. Mais alors, justement, oui, vous m'arrachez vraiment le mot football de la bouche, parce que le seul point qui me semblait un peu pas clair, c'est vous êtes tous les deux tifosi del Lazio. Et pas de la Roma. On entend quelques bruits de... Ben oui, non, mais évidemment. Alors, mais ça, c'était pour dire qu'on était très amis. Mais... Ouais. Bon, enfin, on ne va pas passer la soirée à parler de la Roma et de Lazio. Oui. Mais alors, encore une preuve de leur amitié, ils ont publié ensemble une anthologie, 704 pages, une anthologie intitulée Storie della vita, l'antologia come romanzo. Donc ça, c'est passionnant, l'idée d'une anthologie comme un roman, en prenant des bouts chez différents écrivains. Per l'école, no? Per la scuola, oui,
superiore. Un livre oui, pour l'école supérieure. Nous avons travaillé ensemble pour préparer le texte, mais je dois dire que le livre est allé assez mal, non? Oui, on pensait de gagner beaucoup d'argent, on projetait d'acheter des villes sur la mer, des choses, et puis ça n'a pas a été un merveilleux travail, parce qu'il aussi il enseigne dans l'école, dans ce lycée, donc c'était intéressant pour moi de travailler avec quelqu'un qui avait expérience avec des gens très jeunes, on dit qu'ils n'aiment pas la lecture, la littérature, donc c'était un livre fait comme je pense en France, l'anthologie, fait des morceaux d'auteurs classiques, modernes pour la lecture. Mais on n'est pas riche. Alors, je rappelle quelques titres de vos livres traduits en français. Pour Marco Lodoli, je citerai une suite de trilogies parues chez POL entre 2011 et 2021. Les fainéants, les prétendants, les promesses, les prières qui a reçu le prix Marco Polo 2022, traduit par Louise Boudonna, qui est ici. Comme chaque livre comprend 3 romans, en réalité, c'est une trilogie qui au total sont 12 romans. Bon. Emanuele Trevi est traduit par Marguerite Pozzoli pour Quelque chose d'écrit, Un peuple de bois chez Actes Sud, de même que Songes et fables, et Deux vies, le dernier livre de Emanuele Trevi, qui a reçu le Premio Strega en 21 en Italie, a été édité par Philippe Ray et la traduction est de Nathalie Boer. On va surtout partir un peu pour essayer de démêler cette histoire d'amitié. On va partir de ces 2 derniers livres, enfin les derniers livres de chacun, parus en français. Mais voilà, donc moi j'avais une première question vraiment qui s'impose, qui est, mais est-ce qu'une amitié entre écrivains a quelque chose de particulier? À quoi ressemble une amitié entre écrivains à partir de votre expérience, mais à partir aussi de ce que vous savez, par exemple, de grandes légendes d'amitié qui ont eu Rome comme lieu? Je pense à Moravia, Elsa Morante, Pasolini, Laura Betti, Emanuele Trevi, on sait quelque chose. Voilà, donc déjà, des amis écrivains, ça ressemble à quoi? Moi o Marco? Sì, ma è una cosa abbastanza comune a Roma, ma forse anche altrove. Per esempio io fin da ragazzo, da 20 anni, 21, ho partecipato a delle riviste letterarie dove scrivevano appunto poeti come Claudio Damiani, Beppe Salvia, Magrelli, poi Albinati, ed era la conseguenza anche di uno stare insieme, di vedersi, di parlarsi, di confrontarsi, di correggersi a vicenda. E quindi insomma, oppure i famosi caffè romani di Piazza del Popolo, no? Da Rosati, tutta la pop art, Schifano, Festa, gli artisti, i musicisti, dall'altra parte, ecco. On va laisser Rosanna peut-être traduire. À Rome, mais je crois que c'est pas une exception. Lasciamo Rosanna. Bon, en tout cas, je pense que ces histoires d'amitié, c'est assez courant, je crois, à Rome comme un peu partout ailleurs. Quand j'étais plus jeune, j'avais 21 ans, je collaborais avec des revues littéraires et avec d'autres qui s'occupaient surtout de poésie, avec d'autres, Damioni, Salviati, Magrelli, Albinoni.
Et on était tous ensemble, et c'était le plaisir d'être ensemble et de se voir, de parler, de se confronter, mais aussi de se corriger l'un l'autre. Et puis aussi la tradition des cafés romains, par exemple à Piazza del Popolo, ou alors le café Rosati, où se rencontraient tous les artistes comme Schifano ou Festa. Alors, Emanuele Trevi, Donc qu'est-ce je qu'on peut pense ajouter? qu'il y a des formes différentes d'amitié entre les artistes. Une d'elles est fondée sur l'admiration. J'avais lu, je ne connaissais encore Marco quand paru son premier livre, je pense qu'il a été traduit en français. Le titre en italien est Diario di un millennio che fugge. Et donc j'admirais beaucoup la prose de Marco. Pour moi, fut une révélation. Je voudrais expliquer la raison. Ce n'est pas seulement l'argument du livre, parce que les arguments du livre sont la chose qui peut aussi être commune à la mauvaise littérature, à la bonne littérature, parce que toutes les histoires sont les mêmes, toujours, c'est très difficile. Mais c'était en qualité de l'écriture qui est fondée sur une capacité de transformer ce qu'il voit du monde, l'image qu'il donne du monde, en musique. C'est comme une prose qui a toujours un élément poétique, un élément rythmique, comme en France on a les grands vers de la tradition qui est l'alexandrine. Je ne sais pas si les mots... bon. Et là, en Italie, il y a un vers de 11 syllabes, non, le vers de la Dante, de Petrarca. Et lui a une capacité qui est une forme de sortilège, d'enchantement, quand on lit. Et donc, de ça, parce qu'on a... on peut avoir un culte des classiques, non? Proust, Céline, mais c'est différent le culte de quelqu'un qui est Avec complètement... qui tu regardes le match le dimanche? Et donc on a fait, après peu des années, parce que je suis un peu plus jeune, j'ai écrit mon premier livre et c'était une lettre à Marco, le premier mot que j'ai publié, cher Marco, caro Marco, insomma, et parce qu'on a toujours, jusqu'à son dernier livre, j'ai retrouvé cette capacité d'enchantement. On peut parler des histoires de Marco, mais surtout, je pense qu'il n'est pas si simple les traduire en français ou en anglais, parce qu'on doit rechercher un équivalent qui ne c'est pas seulement l'équivalent mot à mot, mais aussi la capacité de faire une musique avec la phrase. Céline a parlé le secret de sa prose était une petite musique. Et Marco a réellement une petite musique, qui est une chose très rare entre les narrateurs, parce que le narrateur est toujours orienté à conter une histoire, non? Et donc, parfois, il oublie que tout ce qui est beau et qui a une capacité de durer dans le temps et la beauté de la prose, pas l'argument. Marco Lordoli. Ho capito tutto. No, è bello, io avevo scritto, lo dico in italiano, avevo scritto questo primo libro e che ha avuto qualche riconoscimento. E un piccolo editore romano che si chiama Castelvecchi mi aveva chiesto di fare una collana di testi brevi di 40-50 pagine, insomma, e preziosi. Una collana che è durata solo 4 titoli perché poi l'editore è fallito, un disastro. Ma io ho subito pensato a Emanuele, perché Emanuele all'epoca era ancora, diciamo, uno studioso della letteratura, un critico. E io gli disse: Emanuele, allora ci stanno altri 3 nomi e vorrei che uno lo scrivessi tu. E mi ricordo ancora, sotto casa sua, che lui mi disse: ma guarda, non so se è un ricordo vero, ma negli anni si è trasformato in modo leggendario, ma lui mi disse: vorrei scrivere qualche cosa sulle lettere di Paganini.
una cosa del genere. E io gli dissi: Emanuele, ma che cazzo te ne frega delle lettere di scrivi qualcosa di più tuo, di più, dai dentro, scrivi una cosa, sento che puoi fare una cosa molto importante e cominciare un nuovo percorso. E lui ha scritto questo bellissimo libro, Istruzioni per l'uso del lupo, per cui Paganini si rivolta nella tomba, ma abbiamo invece da quel momento ha cominciato una meravigliosa carriera di scrittore molto particolare, di cui poi parlerò. Alors, j'avais écrit donc ce premier livre qui a eu quelques prix. Et à l'époque, je fus contactée par un petit éditeur romain qui s'appelle Castelvecchi pour m'occuper d'une collection. Il m'avait demandé de choisir des textes courts, entre 40 et 50 pages. Il faut dire que la collection s'est limitée à 4 titres, puisque ça a été un peu une catastrophe et l'éditeur a fait faillite. À l'époque, Emanuele était encore un chercheur, un critique littéraire. Et moi, je disais, j'ai déjà 3 titres, eh ben, je te laisserai en écrire un, toi. Et lui, alors, je me souviens qu'il m'a dit quelque chose que je vous dirai. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Peut-être avec le temps, ça s'est transformé, c'est devenu une légende. Et lui, il m'a dit, j'aimerais écrire quelque chose sur les lettres de Paganini. Et moi, de lui dire, mais qu'est-ce que tu en as à foutre des lettres de Paganini? Essaye d'écrire quelque chose qui soit plus personnel. Tu peux faire des choses importantes. Tu vas peut-être commencer un nouveau parcours. Et c'est à ce moment-là qu'il a écrit donc ce premier livre, Istruzioni per l'uso del lupo. Donc Paganini se retourne peut-être dans son tombeau, mais Emanuele a commencé sa carrière. Je voudrais ajouter une chose, si je peux, que plusieurs de vous, et moi aussi, hier, je suis allé au musée d'Orsay à voir une exposition qui a le même thème de notre rencontre. Parce que Manet et Degas n'est pas seulement une exposition sur des maîtres, mais c'est l'histoire d'une amitié très brouillée pleine de fâcheries aussi. Oui. Et ça, c'est intéressant parce que il a un élément qui est souvent quelque chose qui peut gâter l'amitié, qui est l'envie. Quand on est des géants, la jalousie, la jalousie, pardonnez le bon français. Non, mais je vous encourage à continuer en français. Dans les écoles italiennes, on n'apprend pas les langues. Je dis toujours cette chose comme excuse pour moi. Mais, vous parliez de la jalousie, de l'envie, la jalousie. Oui. Parce que effectivement, pardon, mais dans ce tableau un peu très beau de esquissé de votre amitié que j'aime entendre, mais ma question était aussi plus généralement, qu'est-ce qui se passe dans la vie de 2 écrivains qui ne s'aiment pas comme vous aimez, enfin, qui sont... Même quand on s'aime et qu'on écrit ou qu'on crée, ou qu'on est des créateurs, etc., il y a des moments où des sentiments un peu moins nobles se font jour. Parce que ce que j'ai compris de la vie, peut-être que dans l'amour, il y a une histoire réelle. Donc il y a un moment d'illusion et puis un moment de désillusion. Il y a une courbe. Dans l'amitié, on fait toujours les mêmes choses. On dit les mêmes choses des centaines de fois. On ne se rappelle plus si les choses, si ce qu'on se rappelle, c'est vrai ou faux. Comme dit Marco, parce que je me rappelais que je voulais écrire un livre sur les lettres de Mozart, mais Paganini pouvait être bien, mais la vérité qui est ni Paganini ni Mozart, parce que... Et donc, c'est une chose très admirable, non? Qui n'a pas de contenu réel, parce que... Ouais. Non, pardon, parce que contrairement à l'amour, qui à force de... dans lequel on finit par dire et faire toujours la même chose, et ça s'appelle la routine.
quand on est des amis, et ça peut se terminer très mal, quand on est des amis, c'est un rituel, c'est quelque chose qui recommence et qui est attendu, justement, parce que c'est toujours la même chose qu'on attend. Pour moi, c'est très beau aussi lire les livres de Marco, parce qu'il a une image du monde dans laquelle je crois profondément, qui est une image pas réaliste, parce qu'il écrit, non, vous voyez, les prières sont réellement des fables, mais pas une fable comme Perrault, des fables métropolitaines dans le monde réel, mais il y a des personnages qui sont hors des limites du réalisme, non? Ils ont une puissante vie intérieure et peu de sentiments de la réalité, non? Et donc, j'admire une qualité d'extrémisme, et comme c'est à travers ces personnages, Marco affirme quelque chose qui n'est pas modifié dans sa vie, qui est une sorte de refus du monde réel. Parce qu'il y a des autres lois, il y a des lois invisibles, il y a des lois qui imposent une autre forme de loyauté. Et donc, je suis différent comme caractère, parce que je suis plus, comme on pouvait dire, adapté au monde, à la société. Je suis plus conformiste. Je n'ai pas les mots, parce que conformiste. Non, je ne vais pas parler mal de moi pour parler bien de Marco, parce que aussi l'amitié a des bornes. Mais c'est très intéressant, parce que il y a se voir, se parler au téléphone, puis notre amitié, c'est une amitié constante dans le temps. Je connais ses fils, là, je vais croître. Mais dans les livres, il y a vraiment la cristallisation de tant de choses qu'on dit et on s'oublie, plus mémorable. Et donc, j'ai... Est-ce que... Emanuele Trevi, attendez, est-ce que je peux, est-ce que vous permettez que je lise justement un bref passage du livre donc, qui s'intitule Les Prières, et dans le livre qui s'intitule Le Prières, le dernier roman ou longue nouvelle qui s'intitule Le Proviseur, et où il est justement question de Eugenio, qui est, dit le proviseur, son unique et véritable ami, mais qu'il a un peu perdu au moment où l'action de ce roman se passe. Alors, avec Eugenio, mon unique et véritable ami, nous avons arpenté ces forêts de châtaigniers durant trop de dimanches. Nous partions avant l'aube. Eugenio passait me chercher avec sa camionnette verte. Nous traversions la ville, encore plongée dans l'obscurité, et nous montions en direction des Castelli Romani, qui doucement pâlissaient. Nous nous taisions, parce que Eugenio et moi, nous nous sommes déjà tout dit lorsque nous étions jeunes, ivres de paroles et d'idéaux, au temps où il semblait que le monde existât seulement pour nous accompagner et nous baiser les mains. Eugenio voulait être peintre, moi, je voulais être écrivain. Nous étions sûrs que nous allions traquer l'ultime mystère dans ces retranchements. Un renard argenté, un diamant, une plainte terrifiante. C'était un homme sec et anguleux, Eugenio, un paquet de nerfs durs et d'intransigeance. Une tête aussi petite qu'une pierre de catapulte, mais avec l'âge, il avait pris 30 kilos. J'ai formidablement appris de lui plus que de mon père, qui était paresseux et bon par indifférence. J'ai appris qu'il fallait défendre coûte que coûte le maigre espace de sa vie intérieure,
que personne ne doit piétiner ce mètre carré de neige blanche, que ce n'est pas grave d'échouer, qu'il faut se faire tout petit et craintif. Et j'ai fini par devenir petit et craintif. Je désirais juste fermer les yeux, ne pas penser, laisser filer le temps, mais j'écoutais Eugenio. Je lisais les philosophes et je prenais des forces. Un matin, nous nous sommes retrouvés face à un vieux sanglier là-bas, dans les forêts du Monte Artemisio, une bête énorme, solitaire, le poil mangé par la gale. Il se tenait à 10 mètres de nous, peut-être moins. Il était immobile, il nous fixait de ses yeux rouges, ses défenses brisées, soufflant de la vapeur par ses naseaux. Il n'a pas bougé lorsque Eugenio a pointé vers lui le canon de son fusil. Il frémissait et grognait. Il était effrayant et pourtant il faisait de la peine. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il était résigné à mourir. « Boum !» a crié Eugenio. Et puis il s'est avancé vers l'animal, l'a caressé sur le museau. « Va-t'en », a-t-il dit. « File te cacher. » Le sanglier a fait demi-tour, lentement, en boitant, et il a disparu dans le fourré. Voilà. On va lui demander. Est-ce que le français sonne bien à vos oreilles? Benissimo. C'est très, Grazie très a beau, la Luisa, traduction grazie a est très Luisa. Très bien. Veramente, se non ci fosse stato Luisa non sarei arrivato neanche a Viterbo, invece sono a Parigi. Ecco. Ça sonne très bien en français et encore merci à Louise parce que sans Louise, je ne me serais pas trop éloignée de Rome alors que là, je suis à Paris. No, dicevo prima della gelosia, no? Ecco, io credo che con Emanuele abbiamo questa cosa in comune, cioè noi crediamo molto nella letteratura perché abbiamo un presentimento, cioè il presentimento è quello qualcosa che sta lì sul fondo di un certo nichilismo, no? Noi tutti e due combattiamo contro l'idea che nel mondo niente significhi niente, ecco, questa è la minaccia che ci muove e che è, diciamo, la religione centrale della romanità. No? A Roma niente è importante, assolutamente niente, per cui non ci può essere mai a Roma una vera gelosia perché uno ha vinto un premio o perché ha venduto 30.000 copie invece di 20 o di 1.000, perché è tutto assolutamente insignificante, cioè rientra in quel nulla di cui noi siamo gli abitanti principali, insomma, ecco. Contano invece i libri perché lì allora c'è questo corpo a corpo col nichilismo e sia lui che io cerchiamo di trovare qualche minimo via d'uscita a tutto ciò. Rosanna, bon courage. Si capisce niente. Lo faccio apposta. Et donc on disait la jalousie, en fait avec Emmanuel, nous avons quelque chose en commun. Nous croyons en la littérature parce que nous avons un pressentiment, nous croyons qu'il y a quelque part un fond de nihilisme. C'est-à-dire cette idée de se dire que rien ne veut rien dire. C'est une sorte de religion de la romanité, de la religion de Rome. Et donc à Rome, la jalousie n'a pas de sens. On n'est pas jaloux si quelqu'un remporte un prix ou si quelqu'un vend 30 000 exemplaires et que nous, on en vend juste 1000. Ça n'a aucune importance parce que c'est dans ce rien qu'on habite. Et nous, on mène en fait dans nos livres un corps à corps contre ce nihilisme pour trouver une issue. Alors, Marco Lodoli, est-ce que je peux vous demander de parler de l'univers de l'écriture d'Emanuele Trevi et voilà, à votre manière, sì. le lecteur que vous êtes. No, come lettore. No, io ho letto tutti i libri di Emanuele ovviamente e trovo che sia uno scrittore assolutamente originale e straordinario, insomma, perché? Perché lui riesce a
tenere insieme vari elementi, appunto non è un narratore, non è un pensatore puro, non è un'autobiografia, non è una riflessione sul mondo, non è una fotografia ma è tutto meravigliosamente intrecciato, ecco, per cui lui ha quasi inventato un genere nuovo che in Italia perlomeno è l'unico, altri non li conosco, che non è quello che oggi si chiama l'autofiction, questa cosa qui, no? In cui uno racconta un po' i fatti suoi sperando che interessino anche gli altri. No, è perché lui racconta invece non soltanto quello che ha realmente conosciuto e vissuto, ma anche tutto il pensiero che c'è dentro in cose che possono essere immense, come l'amicizia, come la morte di qualcuno, come delle intuizioni, ma anche in cose minime, ecco, per cui riesce a riempire l'esistenza di un senso, no? Partendo appunto non da una posizione di invenzione, ma quasi di testimonianza, mettendosi completamente in gioco in ogni suo libro. Alors, oui, pardon. On perd un peu le D'abord, sens des j'ai tout langues. lu. J'ai lu tous les livres d'Emmanuel et pour moi, c'est un écrivain absolument original et extraordinaire. Et parce que dans ses livres, lui, il arrive à mettre ensemble beaucoup d'éléments. Il n'est pas un narrateur pur, il n'est pas un penseur pur, il ne fait pas de l'autobiographie, il ne fait pas une réflexion du monde, ni un état de lieu du monde, mais tout ça est merveilleusement entrelacé. C'est comme s'il avait créé un nouveau genre littéraire en Italie dont il est un représentant unique. Et il ne fait pas non plus de l'autofiction, dont on parle beaucoup maintenant, c'est-à-dire qu'on raconte ses propres histoires en espérant que ça intéresse quelqu'un d'autre. Lui, il parle seulement des choses qu'il connaît et qu'il a vécues, et il exprime sa pensée sur des choses qui ont une valeur immense, comme ça peut être l'amitié ou le décès de quelqu'un ou une intuition, ou encore dans les plus petites choses. Et donc il arrive à mettre du sens dans l'existence, mais non pas de l'extérieur, comme en tant que témoin, c'est-à-dire lui, il y est en plein dedans. En préparant cette rencontre, par parenthèse, je me rends compte que c'est formidable d'interviewer deux écrivains qui sont amis, parce que du coup, ils font tout le travail de lecture, de questionnement. Ce sera à refaire. Alors, en préparant cette rencontre, je me disais que autant dans le dernier livre, et pas seulement dans le dernier livre, parce que l'évocation de personnes réelles, d'amis, cette évocation est déjà présente dans beaucoup de vos livres précédents. Je pense par exemple à un livre, je crois qu'il n'est pas traduit en français, qui s'intitule Senza verso, Un'estate a Roma, qui est un titre très beau, parce que Senza verso, c'est un titre ambigu. En italien, ça veut dire sans vers au sens de vers poétique. Mais verso en italien, c'est aussi un biais. Par quel biais, par exemple? Donc c'est comme si c'était sans direction, sans biais. C'est comme ça que je l'ai lu. Un'estate a Roma. Et déjà, c'était sur cette promenade dans Rome, il y avait l'ombre d'un ami disparu qui s'appelait Pietro Tripodi. Donc c'est une histoire ancienne, c'est même peut-être une prémisse, c'était peut-être déjà une prémisse à Due Vite, deux vies, où vous faites ce que en français on a l'habitude d'appeler un tombeau, un genre littéraire qui est celui du tombeau, c'est-à-dire de construire un cénotaphe, un mausolée, une tombe de mots, de pages. Et
deux amis disparus avec un écart de 8 ans l'un de l'autre, des vies trop brèves, très intenses. C'était Rocco Carbone et Pia Pera. Alors, c'est donc immédiatement, on est dans ce thème de l'amitié. Et on va voir de quelle manière vous avez entrepris ce travail qui est à la fois de mémoire, de souvenirs, aussi de réflexion sur l'existence de l'un et de l'autre et votre trio. Mais quand on lit les livres de Marco Lodoli, alors je vous ai lu tout à l'heure un passage, effectivement, j'ai trouvé Eugenio, cette figure d'ami qui est très immédiate et merveilleusement dessinée dans le livre. Mais je me disais, c'est une autre forme d'amitié qu'il y a. Alors là, vous me direz, si vous êtes d'accord, Emmanuel, il y a une autre forme d'amitié, si on peut l'appeler amitié, qui existe dans les livres de Marco Lodoli, qui est une amitié éphémère. C'est-à-dire, chez vous, c'est une amitié dans la durée du temps, qui se construit, des amitiés qui peuvent se perdre, mais se retrouver, et qui changent à la lumière de la disparition, ou qui gardent certains traits, même à la lumière de la disparition. Chez Marco Lodoli, ce sont des rencontres éphémères, destinées, donc deux personnes qui se rencontrent, destinées à ne plus se revoir, mais il y a un moment qui est une sorte de miracle, parce qu'il y a beaucoup de miracles quand même, une forme de miracle dans les livres de Marco Lodoli. Et donc, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que ces rencontres-là sont une forme d'amitié, qui laissent une marque, même si elles n'ont pas de lendemain? Oui, c'est une... Vabbè, no, nel senso che Emanuele ha scritto di amicizie reali, no? Con Rocco Carbone, con Pia Pera, con Pietro Tripodo, quindi sono persone, delle figure che sono state nella nostra vita, insomma, noi in questa idea un po' di piccola comunità letteraria che c'è a Roma e che lui ha avuto insomma, molto, molto affetto per loro e viceversa. Insomma. Io sono più, appunto, come si diceva prima, uno scrittore di favole contemporanee, insomma, no? Per cui naturalmente ho raccontato storie di maratoneti, suore, pensionati, bambini, ragazze incinte, ma poi in realtà parlo sempre di quello che, no? Uno parla sempre di se stesso, insomma, quindi molto spesso nei miei libri ci sta anche il tema dell'amicizia. Il mio primo libro, Chronique d'un siècle qui s'enfuit, era proprio era basato su un'amicizia proprio con un'altra persona in cui qualcuno ha visto Edoardo Albinati, con cui siamo stati molto amici, siamo stati a scuola insieme per tanti anni. Non era lui, un po' sì, un po' no, insomma, come sempre nell'invenzione. Mentre invece quello, appunto, come dicevo prima, Emanuele si mette in gioco in modo più esistenziale proprio, no? Io ho bisogno di un filtro per poter dire anche delle cose assurde, ho bisogno che a parlare sia una suora o che sia un preside o una quindicenne, invece lui parla sempre, diciamo, gettandosi totalmente nella materia che racconta. Oui, alors, oui, merci. Emmanuel nous raconte toujours des amitiés qui sont réelles, comme celle avec Rocco Carboni, Pia Pera ou Pietro Tripodo. C'est un peu cette communauté littéraire de Rome qui est liée par de l'affection, qui est réciproque, alors que moi, j'écris plutôt des contes contemporains. Et je raconte des histoires où le narrateur est une sœur, un enfant, une fille enceinte ou autre chose, mais finalement, comme dans toute invention, il y a toujours une partie de soi-même. Et comme par exemple dans le livre Chronique d'un millénaire qui s'enfuit, ce livre est basé aussi sur une amitié, on avait dit à l'époque, celle avec Edoardo Albinati. Oui et non, c'est vrai qu'on était
on était camarades à l'école, mais il y a aussi beaucoup d'inventions. Alors que chez Emmanuel, lui, il est complètement en jeu, il est complètement dedans d'un point de vue existentiel. Alors que moi, j'ai besoin d'un filtre pour dire des choses, même absurdes. Une sœur, un proviseur, une fille de 15 ans, je ne me jette pas là-dedans la tête la première, comme Emmanuel. Alors justement, Marc-Claude, vous parliez de ces personnages, de vos personnages comme des filtres. Mais j'ai en tête une page de Emmanuel Etremi que je voudrais vous lire, si vous le permettez, parce qu'il y a comme une sorte de réponse à une question que je me posais aussi par rapport à comment des êtres qui ont été réels au sens en chair, en os, des amis qui plus est, deviennent des personnages. Et comment la fiction entre dans des personnes qu'on a connues. Et puis, j'ai trouvé cette page dans Deux vies. Pardon. Décrire un être réel et décrire un personnage imaginaire est en fin de compte la même chose. Il faut obtenir le maximum d'effets dans l'imagination du lecteur en utilisant le peu de moyens que le langage nous offre. Produire un feu psychologique à partir de quelques branchettes humides, glanées çà et là. Les dictionnaires du visage, par exemple, est d'une pauvreté si désolante. Yeux, nez, bouche, etc. Qu'on capitule parfois avant même de commencer. Quelle différence y a-t-il entre la Pia Pera, enregistrée à l'état civil de Luc le 12 mars 1956, et la Tatiana de Pouchkine? Du point de vue du langage, ce ne sont que deux marionnettes composées de chutes d'étoffes usées et de fils de fer, d'une touffe de crin pour les cheveux, de deux boutons dépareillés pour les yeux. Quand elles parviennent à adopter dans quelques recoins du cerveau fraternel et inconnu du lecteur une éphémère apparence de vie, à sourire ou à frissonner de froid en relevant le col de leur petit manteau de chiffon, c'est exactement en vertu de ce que nous qualifions l'esprit, soit l'hypothèse selon laquelle notre existence, qui se déroule entièrement dans la chair et dans ses besoins, possède une autre ombre, une quintessence qui la conduit hors d'elle-même. Parce que nous vivons deux vies, toutes deux destinées à s'achever. La première, la vie physique, est faite de sang et de souffle. La seconde se déroule dans la tête de ceux qui nous ont aimés. Et quand la dernière personne qui nous a connus meurt à son tour, eh bien, nous nous dissolvons vraiment, nous nous évaporons, et la grande et interminable fête du néant, où les aiguillons de l'absence ne sont plus à mesure de piquer qui que ce soit, peut commencer. J'ai une certitude, pendant que j'écris, et tant que je continuerai à écrire ces lignes, Pia est ici. Sa présence est aussi encombrante que celle de la table à laquelle je suis assis ou que la lampe. Mais quand je pense à Pia, il n'y a que moi qui pense à elle. Elle est entièrement dans ma tête. Et seule l'absence répond à l'autre bout du fil. C'était la traduction de Nathalie Bauer, qui est merveilleuse. Je le lis aussi comme un hommage aux traductrices parce qu'on oublie souvent, enfin, petite parenthèse pour les interprètes et les
traductrice. Il arrive parfois de lire des articles, des critiques dans des revues ou disons des quotidiens très réputés, où on peut faire l'éloge de la langue d'un écrivain hongrois sans citer un seul, je dis hongrois parce que c'était le cas que j'ai en tête, mais sans citer une seule fois le nom du traducteur, sans se dire une seule fois que ce que je viens d'écrire, si je ne parle pas italien, je ne peux le lire que comme ça. Donc, moi et Marc, n'oublions jamais les traducteurs. Bon. C'est réellement un titre d'honneur pour nous. Donc, oui, parce que ça me semble cette histoire de filtre ou pas filtre. Voilà, comment... Je pense qu'il y a deux choses. Il y a un fantôme qui est perdu. Et donc, l'écriture lui donne cette seconde vie qui a... Et puis, il y a l'autre élément nécessaire, c'est un lieu. Parce que nous ne pouvons pas jamais représenter les temps. Les temps, pardonnez-moi. Et les temps, c'est comme le vent pour un peintre. Qu'est-ce qu'on fait? Il doit faire des arbres déchirés, des choses, les effets. Parce que ce sont des choses, le vent, le temps, sont des choses, le temps, sont des choses invisibles. Non? Donc, une vie, ce n'est pas seulement un lieu, c'est l'image de ce qui n'est pas plus là. Et donc, je dois dire que quand j'étais encore très jeune, j'ai lu un livre français qui c'était la grande illumination pour moi. C'était parce que j'ai reconnu ce que je voulais réellement faire, et qui est un livre de Patrick Modiano, bien connu, le titre est Dora Bruder. Et il n'avait pas une histoire d'amitié là-bas, parce que Dora Bruder était une petite fille juive qui était disparue pendant l'occupation naziste, le gouvernement de Vichy, les choses terribles qui se sont passées à Paris dans les années de l'occupation allemande. Et il a seulement un petit ritaglio non so dire, chute. di giornale, un petit morceau dans lequel C'est un entrefilet, en fait. C'est un entrefilet. Oui, dans lequel les parents de Dora Bruder cherchent des notices, parce que Modiano décrit des lieux parce que, qui sont des lieux de Paris, rue des Pyrénées surtout. Et parce que les lieux lui donnent l'image du fantôme. Ça, c'est la chose. Et donc, dans la littérature, il y a un phénomène d'imitation. On suit quelque chose qu'on a déjà fait. Et pour moi, c'était réellement... J'aime beaucoup tous les autres livres de Modiano parce qu'il a beaucoup de... je voudrais toujours refaire la méthode de... Donc j'ai besoin d'un fantôme et j'ai besoin de Rome. Parce que s'il n'y avait pas les liens, il n'y a pas la possibilité de... comprendre que les choses se sont enfouies, sont disparues, mais dans le même temps, elles sont là. Ça, c'est la magie de la prose de Modiano, non? Parce que le lecteur voit la présence, perçoit la présence de cette... c'est un fantôme réellement petit, parce qu'elle était une adolescente qui s'était perdue dans Paris, elle était juive, elle probablement a fini tuée d'une manière horrible, mais l'idée c'est que lui avait vécu dans les mêmes lieux. Et d'ailleurs, quand je pensais très fortement à Rome comme parce qu'il me semble que l'amitié
enfin c'est une hypothèse que je lance comme ça, mais il me semble que l'amitié a un lien aussi avec ce qu'on pourrait appeler le Janus Loci, ou Janus Loci selon les prononciations latines qu'on étudie en France ou en Italie. Donc, effectivement, quand on lit vos livres, je pense à la Rome, par exemple, de Marco Lodoli. Il arrive à faire poésie del raccordo anulare, della Nomentana, della Tiburtina, de stazioni laziali, je ne sais pas, enfin, des lieux. Bon, il a écrit aussi 2 magnifiques guides très littéraires, très poétiques sur Rome, qui s'intitulent Îles et Nouvelles Îles. Non, mais c'est vrai, ces lieux qui sont, comme les personnages de Marco Lodoli, des lieux aux marges, abbandonnés. È vero, no, perché sia i luoghi che le persone sono attratto e sento che c'è una verità nelle situazioni più povere. Ecco, insomma, cioè io ho una diffidenza innata verso gli esperti, i professionisti, gli adulti, le persone intelligenti, quelli che hanno delle opinioni profonde. Ecco, tutto questo mi mette subito in una situazione di imbarazzo. Cioè proprio non ci, è un po' questo nasce un po' dalla città, perché anche a Roma nessuno ci crede a queste cose. Cioè, l'esperto, il professionista, ma di che? No? Cioè, come dicono a Roma, cioè, in realtà nessuno sa, no? Poi le cose accadono, e allora invece io ho insegnato per tanti anni in una scuola con dei quindicenni dell'estrema periferia, sentivo che a volte dicevano delle cose che mi sembravano più importanti, no? Ecco, per cui i miei personaggi sono spesso appunto personaggi minimi, ma hanno qualche cosa di puro, di spirituale, di profondo, insomma. E così i luoghi io non potrei scrivere un racconto su la Fontana di Trevi o sul Colosseo, però mi piacciono invece certe fermate d'autobus sulla Prenestina, certe così, posti del genere. D'altronde appunto, ecco, mi fido delle persone che che sono un po' così smarrite, ecco, perché sento che sono la verità del nostro stare al mondo. Cioè noi, chi presume di sapere qualche cosa, allora mi deve dire perché dobbiamo morire, mi deve dire qualcosa di più importante. Siccome nessuno me lo sa dire, non mi fido nemmeno quando parlano della guerra in Ucraina o della crisi o del Covid, insomma, quello che è. Insomma. Quindi ecco, io mi appoggio a queste cose più... Donc, en fait, ce qui m'attire, c'est les personnes et les lieux. Je trouve qu'il y a de la vérité dans des situations qui sont les plus pauvres, les plus simples. Et par exemple, moi, j'ai une méfiance vis-à-vis des pros, des adultes, des intellectuels, de ceux qui ont des opinions profondes sur un sujet ou un autre. En fait, ça me gêne. Et la même chose, et je crois que c'est dû à la ville. Parce qu'à Rome, personne ne croit ces gens-là. En fait, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire, moi, j'enseignais dans un lycée de la banlieue de Rome, et j'avais l'impression que ces jeunes, j'avais des choses plus importantes à me dire. Et donc, c'est pour cette raison que mes personnages sont des personnages minimalistes. C'est des personnes qui ont en même temps des éléments de pureté et d'une spiritualité profonde. Et la même chose, les lieux. Moi, jamais je ne pourrais écrire sur la fontaine de Trévi ou le Colisée. Mais ce qui m'attire, moi, c'est un arrêt de bus sur l'un des axes de Rome, la Prenestina, par exemple. Et j'ai plus de confiance en quelqu'un qui serait complètement perdu, parce que c'est ça la vérité d'être au monde. Parce que autrement, si quelqu'un connaît
la vraie vérité, alors il faudrait qu'il m'explique pourquoi il faut qu'on meure. Et puisqu'on ne peut pas me l'expliquer, alors je ne vois pas pourquoi il devrait connaître la vérité sur la guerre en Ukraine ou le Covid. Et c'était intéressant parce qu'il a écrit pour des années une guide de Rome qui avait un titre dans Il. Et effectivement, il reconnaît la beauté dans des lieux où personne ne pouvait penser de visiter. Et donc, il y avait des gens qui lisent, c'était une rubrique, c'est-à-dire, on peut dire, très populaire. Et il y avait des migrations dans des lieux incroyables. Parce que c'était seulement le génie de l'écrivaine qui attribuait de la beauté à des choses obiettivamente orribili. Mi dico al volo, c'è una via a Roma piccola che si chiama via della Spada di Orlando, ed è in questa via piccola ci sta un sasso che non si sa bene come è volato dai Pirenei, dove è il sasso su cui Orlando ha provato a rompere la Durlindana, ed è volato come insomma è volato fino a Roma, ecco. Una volta sono venuti dei tedeschi, mi ricordo, un pullman di tedeschi, perché era andato bene in Germania questo libro, e mi hanno chiesto di mostrargli delle cose. Io ho portato a vedere questo sasso, secondo me meraviglioso, cioè questo è un sasso che era volato di Orlando, la Spada. Questi lo guardavano, dicevano, ma è un sasso. La dire, sì, ma però tu sei tedesco, allora. Cioè, bisogna un po' venirsi incontro, no? Anche nella letteratura, ecco, bisogna avere capacità di trasformare, perché tutto può essere, ha un senso se non glielo diamo, ecco. Très rapidement, à Rome, il y a une rue très petite qui s'appelle la rue de l'épée de Roland. Et il semblerait que c'est sur cette pierre qui est arrivée en volant des Pyrénées que Roland a essayé de briser son épée. Donc cette pierre est arrivée à Rome, et puisque mon livre s'était bien vendu en Allemagne, il y a eu un quart d'Allemands qui s'est rendu dans cette rue pour visiter ces lieux. Mais pour moi, cette pierre est merveilleuse. Mais donc les Allemands, ils sont arrivés et ils ont dit, mais bon, mais c'est une pierre. Oui, bon, d'accord, c'est une pierre, mais toi, tu es allemand. Et alors donc, il faut se comprendre. Il faut se comprendre. Il faut avoir foi en cette capacité de transformation de la littérature. Alors, ce serait une si belle chute de buter sur ce caillou, sur cette pierre qui arrive de France et qui est à Rome. In via della Spada d'Orlando, ça c'est dans quel quartier? Pour qu'on sache. C'est pas loin du Panthéon. Bon. Mais si vous voulez la visiter, Marco, vous êtes très gentil. Pour une somme, mais c'est une pierre. Je vous prie de lui dire que c'est merveilleuse. Non, mais avant de nous quitter, non, moi je pense qu'on pourrait avoir encore 5 minutes ensemble. Mais parce qu'une autre très caractéristique de Marco, c'est qu'il voudrait finir avant de commencer les choses. Et il disait aussi, quand nous étions, on finit, on fait vite. Non, mais parce que, vous voyez, je ne peux pas conduire la conversation que nous avons sur des chemins que Marco Lodoli jugerait vraiment trop intellectuel. Comment je peux maintenant poser une question à Emmanuel Etrevi sur... Oui, avec moi, oui. Avec vous, je suis exactement. En citant Pasolini en plus. Enfin bon, non, ça ce sera pour une autre fois, Emmanuel. Je vous le dirai dans la loge, oui. pour qu'il n'y ait pas de frustration. Mais là,
avant de vous quitter, parce qu'on est bien accompagnés avec vous, c'est agréable. Non, mais nous aussi avec vous. Non, mais je me disais, mais quand vous allez repenser là à tout ce qu'on a dit, à tout ce que vous avez dit l'un l'autre, est-ce que vous allez penser à quelque chose que vous auriez dû dire et que vous n'avez pas dit, ou vous allez vous féliciter, vous dire oh quand même on a bien bossé. Je désire m'excuser pour mon français. C'est Réellement, tout, c'est tout. parce qu'il y a non mais c'est réellement un drame italien, parce qu'on apprend des mots avec les touristes, mais on est en gré de parler les langues. Non mais moi je vous remercie beaucoup de Ouais, l'effort. Non, mais parce que non, mais il faut je me venir rappelle, plus souvent à Paris. dans l'école, Ouais. il y avait seulement 1 heure à semaine. Et je le dis toujours quand je suis à Paris pour me justifier. Et il y avait le choix entre anglais et français. J'avais choisi le français. Mais cette heure était dans la même classe. Pas une classe, la même room. Là. Et donc, il y avait un professeur à côté de la classe qui disait « Je suis tué le dimanche, jour de fête ». De l'autre côté, il y a « 1, 2, 3, the bed is, I sleep in the bed ». Si on était dans le milieu de la classe, je pense que j'étais dans le milieu parce que je ne suis pas capable de parler ni français ni anglais. Et donc, moi et Marco sommes innocents de cette... aussi, quand on va ce jour-là au restaurant, on a beaucoup de peur parce que ici, on parle vite, non? On mange ce qu'on... Oui, on mange ce qu'on nous porte parce que on peut dire, on dit oui. Et donc, si on est végétarien, arrive les porcs, les saucissons, on mange parce qu'on ne connaît pas. Et donc, seulement Fabio Gambaro parle bien. Nous admirons. Marco, alors, quel pourrait être le regret de ce que vous n'avez pas dit, ou un remords, ou de ce que vous avez dit, que vous n'auriez pas dû dire? No. Non so, no, c'è qualche cosa appunto, ma però non vorrei sembrare... C'è qualche cosa nel mondo della letteratura che mi spaventa sempre un po', ecco, cioè, ma questo anche a lui. Ce soir vous étiez No, stasera non troppo, no, ma nel senso che poi appunto ho un'idea, insomma, che grazie alla letteratura ho capito tante cose io, ecco, no? Però va riportata quella dimensione del quasi, adesso dico delle parole esagerate, però insomma quasi di una illuminazione, ecco, è questa la letteratura, ci sono dei momenti di illuminazione che ti permettono di capire di più te stesso e il mondo. Negli ultimi anni mi sembra che stia diventando un mestiere, un lavoro, un'occupazione, una partita IVA, non so, una cosa del genere. E questo mi allontana un po' dalla letteratura, perché io in qualche modo ancora come quel ragazzino di 15 anni di Torbella Monaca, quello che mi interessa è di chiedere alla letteratura perché stiamo qui, che senso ha tutto questo, ecco, che sono delle domande quasi improponibili ormai, no? E quindi voglio dire, continuo a scrivere i miei libri, a leggere i libri di Emanuele, perché penso che noi invece stiamo facendo una cosa un po' diversa, ecco, siamo degli scrittori, ma un po' ci vergogniamo pure di essere degli scrittori, sì. Qualche cosa che forse ci abbiamo... Chiediamo alla letteratura un'altra cosa, ecco, quello di dare un minimo di senso all'esistenza, insomma, ecco. Eh bien, E di bellezza. Oui. Et il y a quelque chose dans la littérature qui m'effraie, et je crois que Emmanuel est d'accord avec moi. C'est-à-dire, d'abord, je me dis que grâce à la littérature, j'ai compris beaucoup de choses. Et si on veut, on pourrait dire que dans la littérature, il y a une dimension d'illumination. C'est ça, la littérature.
la littérature, il y a des moments d'illumination qui nous permettent de nous connaître mieux nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Mais j'ai l'impression que maintenant, la littérature devient une sorte de boulot. En fait, on se déclare à l'URSSAF et on devient écrivain. Et ça m'éloigne un peu de la littérature. Alors moi, je me sens un peu comme ce jeune du lycée de la banlieue de Rome. Je voudrais que la littérature réponde plutôt à des questions genre « Pourquoi je suis là ? Quel est le sens de la vie ?» C'est des questions que maintenant, c'est impossible de poser. Et c'est pour cela que moi, je continue d'écrire mes livres et que je lis les livres d'Emmanuel, parce que j'ai l'impression qu'on fait un peu quelque chose de différent. Et c'est-à-dire, on est écrivain, mais c'est comme si on avait un peu honte de l'être. Nous sommes un peu des écrivains à l'ancienne, et on demande à la littérature quelque chose de différent, c'est-à-dire de donner un minimum de sens à l'existence et aussi de la beauté. Marco J'ai amélioré, il semblerait que j'ai amélioré les propos de Marco Lodoli. J'ai des doutes. Merci. Je vais commencer donc par remercier Rosanne de son interprétation. Et Marco Lodoli, grand magicien. Et encourager vivement Emmanuel Etrèves à persévérer dans ce français. Moi et Marco, nous voulons vous remercier parce que réellement nous sommes été à notre aise, ça qui est pour Marco très rare. Et donc, non, réellement, alors, ça s'est passé. Oui, bien, si, assez bien. Il voulait dire qu'il est content. Si, non, il est content. Je le connais, il est réellement content ce soir. Alors, ça, c'est une chose très rare que nous avons créée aussi avec le public. Alors, et vous donc, allez revenir. Nous allons, vous allez sinon, revenir. parce que ça peut s'empirer en 5 minutes, parce que... Donc, il vaut mieux couper là. Hein? On coupe là, alors. On coupe. Et vous revenez. Couper, c'est le mot préféré de Marco dans le monde. Merci, Okay. merci beaucoup.